Bonjour, 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 chers amis, bonjour. Voilà, bienvenue à ce live Facebook qui pour la première fois aura lieu sur ma page Élisée Honta et non plus sur l'ancienne page des Manfos. Voilà, donc c'est un live Facebook qu'on va faire ici. Bonjour à Emmanuel Kamoa, merci d'être là. Je sais que ce sera un peu laborieux pour les débuts parce qu'il n'y aura pas forcément pas assez de monde vu que beaucoup de gens ne sont pas abonnés sur cette page. Mais la page d'Emma est amenée à disparaître dans les prochains jours. Donc, il faudrait déjà que les gens commencent à basculer de ce côté-ci. Voilà. Donc, on va essayer de faire au mieux. Et le seul moyen d'amener les gens à basculer de ce côté-ci, c'est d'y commencer les lives. Vous allez me donner quelques minutes de temps pour moi de partager dans les groupes. Bonjour Emmanuel Kamoa, bonjour à Charlie Tabeu. Aidez-moi à partager dans les groupes. On va le faire un tout petit peu en musique, ça ne va pas durer longtemps et puis on va attaquer le live tout de suite. On va essayer d'expliquer comment est-ce que les USA ont fait pour sauver les plans de sauvetage des banques aux USA. Parce que l'un des gros problèmes que nous avons dans notre pays, c'est la fragilité du secteur bancaire. Alors, comment est-ce que les USA font pour s'en sortir assez souvent? Donc, on va en parler. Je vous invite à partager, à m'aider à partager le live dans les groupes Facebook et puis on revient pour lancer tout de suite.
Voilà. Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour à mes chers amis. Bienvenue à ce live Facebook qui sera notre premier live sur cette page-ci. On va parler un peu de banque, hein. On va parler de banque parce que, comme je vous avais dit, notre priorité, c'est l'économie. Cette semaine, on fera pas mal d'économie. On parlera d'économie bancaire, si je puis dire. Et puis, on parlera aussi, bon, d'économie de notre pays. Voilà. Donc, pour que les gens puissent bien comprendre ce dont on va parler aujourd'hui, j'ai produit, j'espère qu'on voit, de toute façon, c'est posté sur ma page. J'espère que les gens peuvent voir, là. C'est posté sur ma page. On peut voir le bilan d'une banque commerciale. Pour que les gens comprennent bien de quoi on parle là, le bilan d'une banque commerciale, voilà. Le bilan d'une banque commerciale. Voilà. Une banque commerciale, c'est les réserves, ouais, comme a dit François Ndio tout à l'heure. Elle me demandait pourquoi les réserves légales. Je parle des réserves légales au sens anglo-saxon du terme, parce que c'est une réserve que la banque commerciale doit déposer à la banque centrale pour se conformer à une obligation légale. C'est une obligation légale. C'est une obligation légale, sinon elle ne le mettrait pas. Voilà, elle ne déposerait pas cet argent à la banque centrale. Voilà. C'est une réserve, parce que quand vous déposez l'argent, quand vous déposez, vous faites vos dépôts à la banque. Vous déposez par exemple 50 millions à la banque. Ou 100 000 francs, 100 000 francs à la banque. Si la banque centrale demande à la banque de déposer 20% de cet argent en réserve à la banque centrale, ça veut dire que sur les 100 000 que vous avez déposés, 20 000 seront déposés consignés dans un compte à la banque centrale. C'est ce qu'on appelle les réserves. Voilà. Légal, c'est les anglo-saxons disent ça legal. Hein, parce que en anglais, le terme réserve légale que nous utilisons en français, ils disent return earning. Voilà, donc parfois ça peut être un peu la confusion de termes, mais ça ne devait pas prêter confusion. Ici, c'est les réserves. Votre banque dépose une quotité de l'argent que vous déposez à la banque à la banque centrale. Deuxièmement, ici, c'est les actifs financiers. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les actifs financiers, comme je l'ai dit dans des lives précédents, les banques investissent une partie des dépôts donc de leur fonds propres dans les achats de la dette, notamment la dette de l'État. C'est-à-dire que les bons de trésor, les obligations coupon zéro, les obligations à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans parfois, bon, moins à 30 ans, mais des obligations à court terme, ça veut dire que de 2 à 5 ans et parfois de 5 à 10 ans. Comme l'État lance souvent des emprunts obligataires, les banques investissent une partie de leur trésorerie là-dedans parce que ça leur apporte et c'est ce qu'on appelle le passive income. Donc, c'est là, ça fait partie de leurs actifs. Et enfin, il y a les immobilisations des banques. Immobilisation des banques, ça veut dire les bâtiments, les véhicules, les ordinateurs, les machines, les logiciels acquis, tout ce qui est leur propriété. Ça aussi, voilà. Tout ça, ça fait partie des actifs des banques. Voilà. Et il y a le cash, évidemment, ici en haut, que je n'ai pas mentionné parce que, bon, très souvent, ça fluctue, ça varie. Il y a le cash également. Ici, c'est le passif des banques. Donc, comme vous avez vu vous-même, le passif des banques. Le passif des banques, c'est ce qui n'appartient pas aux banques, même qui est déposé à la banque, mais qui n'appartient pas aux banques. Donc, le passif des banques est là. Vous avez les comptes chèques. Quand vous allez à la banque, vous déposez votre argent. Cet argent-là est un compte chèque. Est sur un compte chèque. Ce n'est pas l'argent de la banque, ce n'est pas la propriété de la banque, c'est votre propriété. Donc, c'est une dette pour la banque. C'est un passif. Vous avez l'argent que vous déposez sur le compte d'épargne. C'est une dette pour la banque, donc c'est un passif. Vous avez l'argent que vous déposez dans les achats. Par exemple, les banques lancent des achats vous vendez des bons de caisse. Par exemple, au Cameroun, on voit ça.
Vous êtes un homme d'affaires, vous avez 100 millions, vous ne savez pas quoi en faire. Une banque vous dit, voilà, avec vos 100 millions, moi, je vous achète ça à 5% si vous bloquez sur 2 ans. Je vous remunère ça à 5% sur 2 ans. Donc, si vous venez dans 2 ans, 100 millions, 5%, ça fait 105 millions. 5% de 105 millions, ça fait à peu près 5 millions 500 000. Voilà, je vous reverse 110 millions de francs. 110 millions 500 000 ou 111 millions de francs. Voilà, ces bons de caisse-là, ce n'est pas la propriété de la banque comptabilise ça comme un passif. Voilà. Enfin, vous avez le capital social de la banque. Donc, capital social, dans le jargon de la banque, le capital social que déposent les épargnants, que déposent les actionnaires, c'est du passif de la banque. Voilà. C'est ça le bilan d'une banque. C'est important de maîtriser ça parce que ça va faire ça fait partie des matériaux que dont nous allons parler aujourd'hui. La deuxième chose, c'est Too Big to Fail. Voilà, Too Big to Fail. C'est un ouvrage que je recommande. C'est vrai qu'il est rare. Il est assez rare parce que c'est un ouvrage qui est assez demandé, comment on dit ça? Je veux dire, les gens l'ont tellement acheté que parfois c'est un peu difficile de trouver ça sur le marché. C'est occasionnellement qu'on pourrait trouver sur Amazon. Quand il y a 4-5 personnes qui vendent, ça part dans les 10 minutes, quoi. Donc, je conseille cet ouvrage aux gens pour lire et comprendre comment est-ce que la crise financière a frappé les États-Unis et comment est-ce qu'ils s'en sont sortis. Je dis ça chez ce live-là parce que ce live-là est important. Bon, je le fais juste à la sortie de 2 jours de séminaire pour bien comprendre comment est-ce que les Américains sont venus à bout de la crise financière. C'était des séminaires un peu particuliers organisés sous l'égide de la Réserve fédérale. La Réserve fédérale, ici, c'est la banque centrale. Et avec des professionnels, ça veut dire que les gens de grandes banques comme les Wells Fargo, les JP Morgan, les GA Capital, les BMO Harris, qui sont des grandes banques qui ont vécu et qui ont été frappées de plein fouet par la crise financière et qui ont survécu, qui se sont restructurés. Donc, aux États-Unis, ils organisent des sortes de séminaires où ils mettent d'un côté les banquiers, ils mettent d'un côté ceux qui ont échoué, comme on dit ici, fail and did not recovery, c'est-à-dire que ceux qui ont échoué et n'ont pas pu se relancer, ceux qui ont échoué ont pu se relancer, et les régulateurs qui ont travaillé avec les banques pour pouvoir résoudre la situation en question. Et d'un côté et de l'autre, les gens se parlent, les gens arrivent à partager leur expérience, les gens arrivent à dire if, c'est-à-dire que si nous devions refaire la même chose, comment est-ce que nous l'aurions fait? Donc, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de dialogue entre diverses personnes qui sont présentes et ça donne vraiment on apprend beaucoup de choses au sorti de ces séminaires-là. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes tous Camerounais et nous savons que notre pays a vécu dans les années 85 jusqu'à la fin des années 2000. Ça a duré une décennie et demie pratiquement, 1.5 decade, comme disaient les anglo-saxons. Nous avons vécu des crises financières, bancaires, économiques et financières. Financière veut dire bancaire, parce que si aujourd'hui nous devions vivre une autre crise, il faudrait ajouter à la crise de la banque, la crise des assurances et la bourse. Parce qu'à cette époque, on n'avait pas une bourse de valeurs mobilières qui n'était pas fonctionnelle. Donc la crise est essentiellement limitée au secteur bancaire. Et les Camerounais savent qu'il y avait beaucoup de banques. Cameroun Bank, Paribas, Biao, BICIC, etc., etc. Énormément de banques ont disparu. Notre pays avait un paysage d'à peu près une cinquantaine de banques. Et sur la cinquantaine de banques, vraiment, je peux dire que près de plus de la moitié ont disparu complètement. Bon, d'autres ont pu être rachetés ou sauvés, d'autres ont pu... Beaucoup se sont cassés la gueule et ça a donné lieu vraiment à un rétrécissement de notre secteur bancaire. Bon. Ce qui nous pousse à c'est-à-dire que tout Camerounais qui aime bien son pays, une fois qu'il est à l'extérieur, il est amené à regarder ce qui se fait à l'extérieur et regarder comment cela pourrait s'appliquer dans son pays. Voilà. Donc, parlant des États-Unis, disons que ceux qui connaissent bien l'histoire de l'Amérique a vécu à chaque fois des crises. Dont la plus grande, c'est ce qu'on appelait ici la Great Depression, Economic Depression. C'est la crise qui a frappé l'Amérique dans les années 1929-1930 et qui a duré près d'une décennie. C'est-à-dire que
il y a eu d'abord un crash boursier. Hein, même le dollar, la valeur du dollar s'était effondrée complètement. Les valeurs en bourse, des investissements en bourse, que ce soit la dette de l'État, que ce soit le dollar, que ce soit l'épargne des gens, s'est effondré complètement. Les ménages ont été ruinés complètement. Et à cette époque-là, c'était l'époque où déjà aux États-Unis, on lançait le crédit à la consommation, dont les ménages s'étaient surendettés pour consommer. Et ça avait tiré une industrie qui faisait la production de masse. Donc, tout ça s'est effondré, boum, d'un coup. Il a fallu près d'une décennie avec des mesures fortes pour pouvoir relancer la machine. Ça, c'est une chose. Ensuite, plus près de nous, je veux parler de ce qui est plus proche de nous. L'Amérique a connu une crise économique et financière dans les années 2007-2008, qui a duré aussi presque une décennie, hein, qui a commencé à baisser aux alentours des années disons une demi-décennie, aux alentours des années, qui a commencé à se tasser aux alentours des années 2015, on va dire ça comme ça. 2015, voilà, on va dire ça comme ça. Donc, il a fallu presque 2 mandats à Barack Obama pour travailler et remettre en place le système bancaire. Et l'origine de la crise, elle était surtout bancaire. Elle était surtout bancaire parce qu'il y avait des dysfonctionnements dans la comptabilité des banques. Il y avait des dysfonctionnements dans le fonctionnement des comptes que les banques présentaient aux investisseurs. Il y avait la trésorerie des banques qui était gérée par des investissements qui ont été faits un peu de manière hasardeuse. Il n'y avait pas de transparence dans la communication financière des banques. Ça veut dire que comment est-ce qu'elles travaillent, comment est-ce qu'elles placent leur argent, où elles investissent leur argent et qu'est-ce qu'elles gagnent, qu'est-ce qu'elles perdent. Donc, il y avait tous ces dysfonctionnements-là qui ont fait que le marché, et puis il y avait la crise du secteur des subprimes, comme on dit, le secteur deux secteurs. Le secteur des mortgages, c'est-à-dire que les prêts pour au logement et ensuite les prêts pour les équipements. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, j'explique ça pour que les Camerounais comprennent bien. Lorsque vous arrivez aux États-Unis, c'est très facile d'acheter une maison. Hein, vous mettez 10% du dépôt. Ça veut dire que si vous voulez acheter une maison qui vaut 400 000 $, vous mettez 10% du dépôt. Ça veut dire que vous mettez 10% de l'argent. Ça fait quoi, 40 000 $. Et contre 40 000 $, on vous remet les clés de la maison. Et le reste, vous commencez à payer des prêts. Sauf que ce que les gens ne savent pas, c'est que le banquier, lui, ne garde pas. Une fois qu'il vous a prêté l'argent pour acheter la maison, que vous avez payé le promoteur immobilier, le banquier ne garde pas les prêts là dans sa trésorerie, parce que sinon, ça va immobiliser sa trésorerie. Il faut qu'il se refinance. Et pour se refinancer, ces produits-là sont convertis en un produit qu'on appelle Asset-Backed Security, qui sont des produits... je ne vois pas la barre d'icône là. Je vais aller partir. Voilà, qui sont des produits, des instruments financiers. Donc, les banquiers convertissent dans ces prêts et les replacent sur les marchés financiers. Voilà, ou les convertissent en un produit qu'on appelle Asset-Backed Security et les revendent à d'autres banques. Et une fois que vous payez, ces produits-là sont donc détruits quand ils arrivent à maturité, quand le prêt arrive à maturité. Et malheureusement, avec les ménages qui ne parvenaient pas à payer parce qu'ils étaient surendettés, il y a donc eu une chute de la valeur, une dépréciation de la valeur de ces titres-là. Les gens ont commencé à vendre et puisque se sont dépréciés, ça a maigri la trésorerie des banques. À partir de ce moment, les banques se sont retrouvées en faillite. C'est ça qui a généré la crise financière aux États-Unis. Donc, la crise financière des années 2008, c'était dans les subprimes. Ça a entraîné un krach boursier. C'était aussi le surendettement des ménages, leur incapacité à pouvoir payer leurs dettes, en l'occurrence les dettes de mortgage. Aussi les entreprises qui étaient dans l'incapacité de payer parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, une entreprise aux États-Unis, il n'y a que 4% des entreprises, selon les statistiques officielles, qui parviennent à payer les équipements dont elles, c'est-à-dire à payer comptant, comme ça se fait chez nous là, les équipements dont elles ont besoin pour faire tourner leur business. Généralement, elles font du leasing. Ça veut dire que la location avait option d'achat. Je loue et je paye chaque mois une rente et à échéance, la rente là permet de financer totalement l'équipement. Donc, les entreprises aussi sur ce côté étaient défaillantes. En l'occurrence, deux types d'entreprises. Des entreprises du secteur de la construction, c'est-à-dire que du bâtiment, travaux publics,
et les entreprises du secteur des mines. Voilà. Donc, ces deux entreprises, à partir du moment où elles ne pouvaient pas faire face à leurs échéances, ça a créé un effet. Bon. Pour sortir de là, je pense qu'il y a aussi la faillite des grandes banques, hein, les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance. AIG, Freddie Mac, Fannie Mae, Lehman Brothers, j'en passe. Donc, l'Amérique a dû se sortir de là. Pour se sortir de là, elle a utilisé deux moyens. Elle a utilisé principalement la régulation, hein, la régulation du secteur bancaire. L'État a renforcé. On va en reparler avec la Dodd-Frank. Et elle a aussi utilisé d'abord, bon, allons-y pas à pas, elle a utilisé la politique budgétaire, elle a utilisé la politique monétaire et elle a utilisé la régulation. Trois choses. Elle a utilisé la politique monétaire, budgétaire, elle a utilisé la politique monétaire, elle a utilisé la régulation. Trois choses. J'entends par là quoi? J'entends par là la politique budgétaire. C'est que Barack Obama avait mis en place ça va commencer à partir de George Bush, ce qu'on a appelé le stimulus package. Stimulus package. Et le stimulus package était un ensemble d'incitations fiscales, d'argent frais qu'on a donné, soit pour soutenir le secteur de l'éducation, soit pour mieux rémunérer c'est-à-dire on a injecté de l'argent dans l'économie, soit en termes de rénovation des écoles, soit en termes d'augmentation du traitement des maîtres, des instituteurs, soit en termes d'augmentation des bourses pour les étudiants, soit l'aide pour les étudiants qui allaient à l'université, soit en termes d'assurance chômage qu'on a étendu, je crois, qui était de 3 mois, c'est passé à 6 mois, soit en termes de refinancement des mortgages, ça veut dire que des prêts que les gens avaient pris. Il y a soit en termes d'aide aux petites et moyennes entreprises, notamment pour faire face à leurs charges d'électricité, de paiement, etc., 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 etc. Donc, une fois qu'on a mis en place ces filets, j'appellerais ça comme ça a pu aider les entreprises, les consommateurs, les ménages et les petites entreprises à tenir debout, ce qui a permis de relancer l'économie. Donc, il y a d'abord eu le stimulus package. Parce qu'on s'est dit, si les ménages sont en faillite, alors ça va entraîner une faillite totale de l'économie. La deuxième chose, ça a été l'intervention de la Banque centrale, d'abord déjà dans l'économie. La Banque centrale est intervenue, c'était pour mettre en place un plan de sauvetage des banques. Ça a consisté, parce que quand la crise bancaire, la crise économique a frappé l'Amérique, la crise des subprimes, la première conséquence a été que les banques n'avaient plus du tout de cash. Bon, je remets encore mon bilan là, parce qu'on peut ajouter ici cash, hein, si vous voulez. On peut m'ajouter ici cash. Bon, je n'ai pas mis cash parce que généralement le cash, bon, c'est pas beaucoup, c'est 5% généralement du bilan des banques. Souvent, c'est minimisé. Il n'y avait plus de cash. Les banques n'avaient plus de cash. Parce que pour acheter tout ça là, pour faire fonctionner tout ça, il faut du cash. Et les banques n'avaient plus de cash là. C'est pour ça que je n'en ai pas mis même d'ailleurs. Ils n'avaient plus de cash. Donc, les banques n'avaient plus de cash. Et puisque les banques n'avaient plus de cash, elles ont donc été obligées de recourir à la Banque centrale. La Banque centrale ou la Réserve fédérale est intervenue, non pas pour éjecter les directeurs des banques, comme ça s'est fait dans notre pays, mais elle est intervenue pour dire, OK, vous avez des soucis, vous nous présentez vos comptes, vous nous présentez un plan de restructuration que nous allons étudier avec nos experts. Une fois que le plan de restructuration est validé, alors nous injectons de la liquidité. Comment est-ce que nous injectons de la liquidité? Nous injectons de la liquidité en rachetant une partie de vos actifs. En l'occurrence là, les actifs financiers, ça veut dire que tous les actifs que vous détenez, les actifs que vous détenez, de l'État que vous détenez, les obligations de l'État, la dette de l'État, mais également ce qu'on appelait le refinancement du crédit, c'est-à-dire que les asset-backed security. Ici, dont la Banque centrale, la Réserve fédérale est intervenue pour racheter ça. Une fois que ceci a été racheté, ça en convertit ça en cash. Je ne sais pas où est mon stylo, là je pourrais écrire cette fois-ci.
cash. Là, ça tient. Parce que si avant, on mettait cash comme ça. Voilà. Donc, une fois que la Réserve fédérale est intervenue pour acheter ça, les actifs financiers, ça veut dire que les dettes de l'État, les commerces, les lettres de crédit, etc., etc., etc. Tous les actifs financiers que les banques détenaient ici, surtout les actifs toxiques comme les subprimes, la Banque centrale est venue pour les racheter. Ça a donné lieu à une injection de cash. Et avec ce cash-ci maintenant, les banques pouvaient faire fonctionner cette partie-ci, qui est le passif des banques. Donc, ça veut dire garantir les dépôts que vous avez fait dans les banques, etc., 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 etc. C'est là. Voilà. Je fais ça un peu simplifié parce que le bilan d'une banque, c'est effrayant. Mais je fais ça un peu simplifié de façon que les gens peuvent comprendre. Donc, c'est que comme chez nous, il y a des banques, les affiliates banques détiennent la dette de l'État, les éco-banques détiennent, quand l'État lance un emprunt obligataire de 200 milliards, elles achètent peut-être pour 10 milliards. Bon, si elles sont en difficulté, la BA peut intervenir pour acheter la dette que l'État, les investissements qui sont faits dans la dette de l'État et les détenir. Donc, quand la BA rachète, elle leur donne en retour du cash. Et avec le cash maintenant, elles peuvent rémunérer, elles peuvent continuer à satisfaire les gens qui ont déposé l'argent, les gens qui ont une épargne, les gens qui ont des bons de caisse et leurs actionnaires, etc., etc., etc. Voilà. Ça a été le premier objectif de l'intervention de la Fed, de la Réserve fédérale américaine. Ensuite, le gouvernement américain aussi est intervenu. Mais ça, je vais en parler après. Je vais en parler après. Le gouvernement américain est intervenu dans le même registre, mais je vais en parler après. Le gouvernement américain a imposé aux banques d'augmenter leur taille, c'est-à-dire que les toutes petites banques. Pourquoi? Parce que sur le marché du crédit aux États-Unis, c'était gros poisson mange petit poisson. Pour dire ça simplement, ça veut dire que quand une banque, à cause de ses charges d'exploitation, dit voilà, moi je fais le crédit à 10%, par exemple, pour les entreprises, les petites banques ne peuvent pas suivre parce qu'elles étaient au taquet, c'est-à-dire que, comment on appelle le market rate, ça veut dire que le taux ou du marché, par exemple, on se retrouvait avec un taux du marché qui était en dessous du taux que les banques pratiquent. Ça veut dire que quand le banquier se lève le matin, il regarde, il va sur les plateformes, il regarde à combien est-ce que c'est le taux du marché. C'est-à-dire que si je veux un crédit, je suis une grande entreprise, comme par exemple, on peut avoir la Sonara n'est plus là. On peut avoir, je ne sais pas moi, Citracel au Cameroun, par exemple. Citracel veut un crédit d'1 milliard. Donc, Citracel va regarder les taux que les banques pratiquent. Les banques sont à combien? Les banques sont peut-être à 15%. C'est ça le taux du marché. On dit en moyenne, les banques prêtent ce jour-là à 15%. Ce qui se passait, c'est que les plus grosses banques, parce qu'elles avaient des coûts d'exploitation faibles, elles avaient tendance à dire, bon, voilà, le taux du marché est à 15%, moi, je suis prêt à aller à 12%, parce que peut-être mes coûts d'exploitation sont à 8%. Donc, si je suis à 12%, je gagne encore 4%. Je fais 50% de marge. Alors que les petites banques, leur coût d'exploitation était peut-être à 11%, donc elles ne peuvent pas suivre. Arrivé à un moment, ça a étranglé les petites banques. Conséquence, l'État américain a demandé aux banques, les toutes petites banques, de fusionner, surtout les banques dans des États, de fusionner pour que leur taille soit un peu plus grande. Et à partir de ce moment, elles ont commencé à réaliser ce qu'on appelle des économies d'échelle, economic of scale. C'est-à-dire ça a réduit leur coût. On est passé ainsi de 16 000 banques, 16 500 banques aux États-Unis, 16 800 à peu près, à 5 500 banques. Donc, en gros, on a réduit de plus d'un tiers, à peu près de 40%, le nombre de banques. Les banques ont fusionné. Si je dis ça, c'est parce que en le disant, je pense à notre pays. Je pense à notre pays parce que nous avons un pays où, notamment dans le secteur de la microfinance, comme je l'ai dit, nous avons travaillé avec le président Kanto sur un certain nombre de réformes à mener dans notre pays. En l'occurrence, dans le secteur bancaire, vous avez près de 400 établissements de microfinance. C'est trop. Elles se marchent dessus, elles se font parfois la concurrence déloyale. Il est temps, et je vais en parler plus tard, que l'État ramène ça au plus à 100 établissements de microfinance. L'État doit les pousser à fusionner. Il n'est pas hors de question que vous entrez dans une ville comme Edea.
Vous voyez un peu le marché de crédit dans une ville comme Edea est très petit, parce que vous n'avez pas un tissu de 100 entreprises industrielles. Mais vous vous retrouvez dans une ville comme Edea avec 10 établissements de microfinance. Forcément, ils vont se massacrer. Forcément, ils vont se massacrer. Donc, il faut qu'elles fusionnent et qu'on arrive à peu près à une centaine d'établissements de crédit et que l'État veille à ce que les fusions fassent que ces banques-là soient équitablement reparties sur l'ensemble du territoire, de façon à faire un maillage et à couvrir le territoire. C'est ce qui s'est fait aux États-Unis. C'est une réforme qui a été faite aux États-Unis. Peut-être que les Camerounais ne savent pas, je profite de cela pour leur dire. C'est une réforme qui a été faite aux États-Unis. Ensuite, le gouvernement américain a imposé aux banques américaines une opération de restructuration interne. Donc, comme je l'ai dit, il y avait des opérations de fusion-absorption. Ça veut dire que le gouvernement vous disait, attendez, dans un périmètre de 10 km², moi j'ai 20 banques. Voici les statistiques, voici la population qu'il y a, voici le nombre d'entreprises. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Pour que dans ce périmètre, si votre business soit viable, moi je veux à peu près 5 banques. Donc, en conséquence, le nombre était divisé par 4. Donc, les banques fusionnaient entre elles par 5, 5, 5, 5, 5. Et on se retrouve avec 4 banques. À partir de ce moment, il y a plus d'espace pour les 4 banques pour travailler. Donc, le gouvernement a imposé des opérations de fusion, absorption ou de fusion-acquisition, si vous voulez. Le gouvernement a imposé aux actionnaires de ces banques d'apporter du cash, donc de recapitaliser leurs banques. D'abord, il y a une recapitalisation interne et ensuite le gouvernement américain a fait ce qu'on appelle une recapitalisation externe. Je vais expliquer avec ce qu'on appelle ici les préfets stock. Je vais expliquer ça un peu plus loin. Donc, le gouvernement a aussi imposé aux banques américaines de supprimer les activités non rentables. Ça, on voit ça dans notre pays. Ici aux États-Unis, on voyait ça, hein, les banques où faisaient les agences de voyage, elles faisaient les banques assurances, elles faisaient tout et n'importe quoi. Le gouvernement les a demandé de se recentrer sur des métiers bien précis et qui sont des métiers rentables et d'abandonner les revenus d'appoint. On faisait un peu tout et n'importe quoi. Donc, il y a eu, elles se sont en gros recentrées sur la banque d'investissement, la banque de détail, la banque de gros, ça veut dire accompagner les grandes entreprises partout dans le monde. La banque de détail, ça veut dire les particuliers et les petits PME. Et la banque d'investissement, ça veut dire aider les grandes entreprises et l'État à lever des fonds, c'est-à-dire que faire des levées de fonds directs. Voilà. En gros, voilà les métiers dans lesquels les banques se sont concentrées. Ça nous fait aussi penser à notre pays parce qu'on va y arriver. Les activités des secteurs bancaires, je ferai un autre live dessus pour expliquer ça parce que si je le fais dans ce live-là, ça va durer 4 heures. Je ferai un autre là pour expliquer les activités des banques au Cameroun, c'est tout et n'importe quoi. Il est temps que l'État définisse un canevas dans les banques où les banques et les microfinances vont opérer. Parce que quand on regarde les produits que les banques camerounaises proposent à la clientèle, franchement, on se demande comment elles font pour gagner de l'argent, si ce n'est gratter le client. Donc, il est temps que dans notre pays, on mette en place du business pour les banques. Si je veux parler facilement, ça veut dire que les prêts au secteur agricole, les prêts au secteur de l'équipement, les prêts au secteur de l'immobilier, de la construction, les prêts au secteur de l'industrie, les prêts aux entreprises de services, les programmes pour soutenir les petites PME, les programmes pour soutenir l'exportation, etc., 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 etc. J'aurai l'occasion de vous montrer les rapports de l'Association américaine des banques et vous verrez vous-même comment est-ce que vous verrez les parts de marché des banques américaines, vous verrez les parts de marché des banques camerounaises. Vous allez comparer ça, vous allez voir que vraiment, nous avons du travail pour créer un environnement sain pour que les banques puissent évoluer dans notre pays. Voilà, donc, une fois que je dis ça, donc, comme j'ai dit, le gouvernement a imposé aux banques aux États-Unis de supprimer les activités non rentables comme la banque assurance, etc., etc., etc. Le gouvernement fédéral est aussi, et là où j'en viens, est intervenu pour injecter de la liquidité. Ça veut dire qu'il y a eu une injection de liquidité effectuée par la Banque centrale ou la Réserve fédérale américaine, la Fed, Federal Reserve. Et la Fed a injecté de l'argent, notamment, comme je l'ai dit ici, en rachetant, en rachetant les actifs financiers ici. Le rachat des actifs financiers a injecté le cash que vous avez ici en bas. Là. Voilà, ça a injecté le cash. Achat d'actifs financiers,
injection de cash ici. Là. Voilà. Donc, une fois que la Réserve fédérale a fait ça, il fallait encore que les banques trouvent de l'argent. Donc, là maintenant, ça s'est passé non plus de ce côté-ci, mais de ce côté-ci. Ça veut dire que la Réserve fédérale, à travers la politique monétaire, a agi ici sur les actifs des banques. L'État fédéral, à travers la politique budgétaire, a agi maintenant ici sur le passif des banques. C'est important de le dire. Comme je l'ai dit, la Banque centrale a intervenu en rachetant les actifs financiers détenus par les banques, qui sont en gros, hein, c'est les produits financiers qui permettent à l'État américain de se financer. Les bons trésors, les bons à 1 an, les bons à 2 ans, les bons à moins d'1 an, les bons à 2 ans, les bons à 5 ans, les bons à 10 ans maturité. Ça veut dire que les bons à échéance, c'est-à-dire que le bon coût jusqu'à 5, 1 an, etc. Ce qu'on appelle les treasury bills. Ça veut dire que les prêts que l'État fait pour quoi? 120 jours, 6 mois, bref, moins d'1 an. Donc, la Banque centrale a acheté ça ici et elle a aussi acheté les actifs financiers que les banques détenaient qui étaient du refinancement des autres banques. Donc, une fois qu'elle a acheté ça, elle a injecté du cash ici. Maintenant, l'État fédéral, lui, il est intervenu plutôt par ce côté-ci des banques, le passif des banques. Ça veut dire que la Banque centrale a aidé, elle n'a pas pris de risque, elle a aidé les banques à convertir les actifs financiers qu'elles avaient en cash. Parce qu'à partir du moment où elles ont le cash, elles peuvent couvrir les passifs, le passif ici, là, rapidement. Couvrir le passif, ça veut dire que si vous avez déposé votre argent dans un compte d'épargne et vous venez demander de l'argent, on doit pouvoir vous servir. Vous avez déposé de l'argent dans un compte chèque pour effectuer un virement à l'étranger, on doit vous servir. Si vous avez déposé l'argent, etc. Donc, parfois, ça arrive même dans les banques au Cameroun, même dans les banques aux États-Unis, ça arrive qu'on soit en difficulté. Donc, c'est là le passif. Donc, s'il n'y a pas assez de cash ici, on ne peut pas couvrir le passif ici. Donc, la Banque centrale, en rachetant les actifs ici, là, a permis qu'il y ait du cash pour que les banques puissent couvrir les actifs ici. En l'occurrence, les comptes chèques et les comptes d'épargne. Maintenant, la Réserve fédérale, l'État fédéral américain est intervenu plutôt ici, au passif des banques. Il est intervenu ici au passif des banques. Ça veut dire quoi? Comme je vous ai dit, le passif des banques, vous avez votre compte chèque, vous avez le compte d'épargne, vous avez les bons de caisse que vous avez mis à la barre, et puis vous avez le capital social. C'est important. Le capital social et les réserves, c'est-à-dire que le capital social, c'est-à-dire que c'est l'argent que les actionnaires ont mis sur la table. Si on dit le capital d'Afriland Bank, c'est 10 milliards, donc divisé en 20 000 parts de 500 000. Alors, si les actionnaires ont acheté les 20 000 parts là, les 20 000 parts là, c'est ici le capital social. Deuxièmement, si Afriland Bank dégage des bénéfices en fin d'année et dit, bon voilà, comme c'est le cas par exemple, pour eux, ils ont dit, voilà, pendant 10 ans, nous n'allons pas distribuer les bénéfices pour que nous ayons assez de trésorerie. La trésorerie là aussi, c'est ici. Ce n'est pas l'argent de la banque, c'est l'argent des actionnaires de la banque. Donc, c'est pour ça que ça va au passif. Dans la comptabilité, la banque, ça va au passif. Donc, le capital social et les réserves de la banque. Je dis ça pour François Ndiou. Quand j'ai dit ici, là, réserve légale, c'est parce que aux États-Unis, en anglais, ils disent legal requirement. Donc, c'est vrai, quand on traduit en français, on a toujours un peu du mal. Le terme peut prêter à confusion. Mais pour celui qui comprend ça en anglais, ça va très vite. Legal requirement, ça veut dire que c'est de l'argent qu'il dépose à la Federal Reserve, mais c'est une obligation légale. C'est pour ça que je dis réserve légale. Réserve que la banque dépose à la Réserve fédérale. C'est bien marqué entre parenthèses. Mais ici, l'État américain est intervenu là pour ce qu'on a appelé preferred stock. Preferred stock, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous créez une entreprise, je garde encore mon tableau là, en attendant qu'on ait un dashboard. Lorsque vous créez une entreprise ici, là, vous versez ce qu'on appelle le capital social, capital de départ. Et si vous avez besoin de l'argent, vous pouvez émettre de nouvelles actions en dehors du capital social, là, de nouvelles actions que vous vendez à des actionnaires préférentiels. Étant entendu que la clause est que vous ne pouvez plus faire d'opération ici sur votre capital sans que vous ayez, comme on dit au quartier, tu finis d'abord avec le nouvel actionnaire là, avant de finir avec les actionnaires de départ.
C'est-à-dire que ici, là, c'est les actionnaires, les founding fathers, les fondateurs de la banque, les actionnaires, etc. Ça, c'est un actionnaire préfet stock qui arrive temporairement, de manière temporaire. Il dit, bon, je suis là pour quelque temps et il investit dans le capital de votre banque. Et il investit dans le capital de votre banque, là, temporairement. C'est-à-dire qu'il vous dit, voilà, votre capital, c'est 10 milliards, vous êtes en difficulté, je vous apporte 10 milliards. Et les 10 milliards, là, vous entendez pour me rémunérer ça à 5% par an. Donc, avant de donner les dividendes aux actionnaires qui sont ici, là, les fondateurs de la banque, vous lui donnez d'abord, lui, sa part de dividendes. Et avant de faire n'importe quelle dépense ici, là, vous finissez d'abord avec lui. Donc, quand la Banque centrale a investi ici pour acheter les actifs, la Réserve fédérale américaine est intervenue ici pour injecter de l'argent à l'État fédéral américain en rachetant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça s'est investi. C'est-à-dire que les banques ont émis de nouvelles actions qu'on appelle preferred stock, qui ne sont pas les actions de départ, que l'État fédéral américain a racheté et ça a permis d'injecter de l'argent ici. Et vous voyez que cet argent-ci, ça permet aux actifs-ci là de compenser les dépôts de la clientèle là, etc., etc. Et ça permet à la banque donc, ici là, avec l'argent qu'ils ont récupéré là, de financer les actifs ici, en l'occurrence les crédits à la clientèle, les crédits pour les entreprises, les crédits pour les particuliers, etc., etc. Donc, vous voyez donc qu'il y a eu deux types d'interventions aux États-Unis. Il y a eu l'intervention de la Réserve fédérale aux actifs, l'intervention de l'État fédéral aux passifs. Donc, il y a eu deux types d'interventions, je dis bien. Je dis ça pour que, psychologiquement, dans notre pays, les gens comprennent que lorsqu'il y a une crise économique, lorsqu'il y a une crise financière, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? On a entendu un ministre des Finances comme Essimi Mignot dire, oh, au finesse, c'est une affaire de Baham. On a entendu d'autres dire, oh, CBC, c'est une affaire de Banjonais. On a entendu des choses comme ça. J'aime la phrase de Tony Blair qui dit, la gestion d'économie n'est ni de gauche ni de droite. Si je veux appliquer ça au Cameroun, je dirais, la gestion de l'économie n'est ni Baham, ni Banjoun, ni Betty, ni machin. Il y a la bonne gestion de l'économie. Ça veut dire que même les États les plus grands, comme les États-Unis, ont eu à faire face à des crises économiques et financières. Et le meilleur moyen pour eux de se sortir de ces crises économiques et financières, c'est qu'ils ont toujours eu recours à l'intervention de l'État et de la Banque centrale. Je remets encore mon tableau là. Je pense que je vous ai montré comment est-ce que l'État et la Banque centrale interviennent. Comme j'ai dit là, la Banque centrale intervient ici pour acheter les actifs, ce qui injecte du cash ici, là, du cash. Et l'État fédéral intervient ici au niveau du capital social, où la banque peut émettre de nouvelles actions en dehors de ces actions ponctuelles, mais c'est des actions ponctuelles pour faire rentrer l'argent. Ça génère aussi du cash ici, là. Et avec cet argent qu'elle récupère ici, elle peut continuer à soutenir notamment ici les crédits à la clientèle. Ça veut dire les entreprises, les particuliers, les ménages, etc., 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 etc. Donc voilà. Voilà comment la banque, comme on dit, a intervenu pour sauver les banques dans leur bilan. Les balance sheet. Elles ont intervenu pour sauver. Bon, je veux dire, ce que je dis là, c'est le sommaire, hein, parce que sinon, dans le détail, ça n'a absolument rien à voir. C'est encore 10 fois plus compliqué que ça. Il faut être vraiment bien réveillé et la tête posée pour pouvoir parler de ça. Mais j'ai essayé de faire ça sommairement. Donc, ça vous donne à peu près une idée de l'intervention des banques. Et pourquoi l'État faisait ça? Parce que beaucoup de banques se sont cassées la gueule, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il y avait tellement de banques et ce qu'on appelle le yield. Ça veut dire que, par exemple, dans la dette de l'État, vous pouvez acheter, vous pouvez vendre. À un moment, il y avait tellement de personnes qui vendaient parce que donc, les taux il n'y avait plus de profitabilité. Donc, l'État est intervenu. Je vous ai montré à peu près comment les interventions publiques étaient de deux natures, ceux de la Banque centrale et ceux de l'État fédéral. Donc, ces interventions directes du gouvernement ont permis d'injecter la liquidité dans les banques et ça a permis aux banques de nettoyer dans leur bilan. Comme je vous ai montré, à partir du moment où la banque ici, là, refait un capital solide, la banque ici convertit les actifs financiers qu'elle a en cash,
ben, ça nettoie, ça assainit le bilan des banques. Hein. Le bilan devient propre. Et c'est là où vous avez entendu, on vous a dit, ah, les banques américaines sont sorties de la crise. C'est parce que dans notre pays, nous n'avons pas eu ce genre d'action quand nous avons connu la crise en 1995. C'est ce que nous aurions dû faire pour assainir nos banques. Bon, nous avons fait autre chose. Je ne vais pas revenir dessus parce que vraiment, je préfère parler des choses un peu positives. S'il faut commencer à parler des camerounaiseries, on risque de se fâcher à tous les minutes et ne plus parler de rien du tout et ne plus être au courant de ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est parce que nous n'avons pas eu ce genre, merci Luc Camto, c'est parce que nous n'avons pas eu ce genre d'intervention de l'État dans le secteur bancaire camerounais que les banques camerounaises ont été en grosse difficulté lorsqu'il y a eu la crise dans notre pays, dans les années 87. L'État n'avait pas mis en place un plan de restructuration des banques. Il n'y a pas eu un plan de l'État, il n'y a pas eu un plan de la BA. Ça veut dire aussi que ça interpelle l'État du Cameroun pour que quand il y a des difficultés, en l'occurrence des microfinances, l'État doit pouvoir avoir un plan prêt au niveau du ministère des Finances, au niveau de la Banque centrale, un plan de sauvetage des banques. L'action qui consiste à envoyer la COBA pour venir mettre en place un administrateur provisoire, ça, c'est pas ça. On ne met pas des administrateurs provisoires ici. Et quand je vous dis les dispositifs de sauvetage des banques comme ça, tous les ans, il y en a aux États-Unis. Vous n'entendez pas parler d'administrateur provisoire. Donc, cette histoire d'administrateur provisoire doit cesser dans notre pays. Les histoires d'administrateurs provisoires, ça doit cesser dans notre pays. On doit mettre une politique de sauvetage et de redressement des banques. Et non pas, ce n'est pas en faire une affaire de personnes. Parce que c'est des problèmes de gestion, ce ne sont pas des problèmes de personnes. Voilà. Donc, ça permet d'injecter la liquidité, voilà, comme j'ai dit. Et comme je l'ai dit encore, ces opérations de restructuration se font après que l'État et les actionnaires des banques soient tombés d'accord sur des plans de restructuration interne de ces banques. Voilà. Donc, comme j'ai dit, ça a permis à la Réserve fédérale d'injecter la liquidité. Maintenant, venons-en à l'autre côté des plans de sauvetage des banques aux États-Unis, qui est la régulation. La régulation. Je vous explique la régulation. Parce que comme j'ai dit, je le dis souvent, c'est le droit qui crée l'argent. Je dis ça à mon ami Bouraïma Ouattara. C'est le droit qui crée l'argent. C'est le droit qui crée l'argent. Parce que, regardez, voici le bilan d'une banque. Je reprends encore le bilan d'une banque ici. Voici le bilan d'une banque. Dans le bilan, dans les actifs et même dans le passif d'une banque, regardez vous-même ce qui est liquide. C'est le cash là, c'est le capital social. C'est tout ce qui est liquide. La liquidité, c'est-à-dire que le cash là, ça représente au trop 10%. Au trop 10%. 90% ici là, c'est du papier. Là et là, c'est du papier. Ce papier-là est créé sur la base de quoi? Que ce soit les obligations de l'État, que ce soit les dépôts de la clientèle, que ce soit les chèques, que ce soit les effets de commerce, les lettres de crédit, les lettres de garantie première demande, les lettres d'engagement. Tout ça repose uniquement sur la confiance que les investisseurs, les particuliers, les ménages, les entreprises, petites ou grandes, portent dans le système judiciaire et l'état de droit. Je répète, toutes ces transactions que vous voyez dans le bilan des banques reposent uniquement sur une seule chose, sur la confiance que les particuliers et c'est-à-dire que les ménages, les entreprises, les institutions portent dans le système judiciaire et la confiance. Ça veut dire une chose, ça veut dire que aussi longtemps que nous n'aurons pas mis en place l'état de droit dans notre pays, en l'occurrence le droit des affaires, le droit privé et aussi le droit public, mais surtout le droit des affaires, le droit public, quand nous n'aurons pas mis en place l'état de droit, on ne pourra pas avoir un système financier solide, comme on peut en avoir au Japon,
en Europe ou aux États-Unis, au Canada. Et que comme vous pouvez avoir à City à Londres, comme vous pouvez avoir à Francfort en Allemagne, comme vous pouvez avoir à Shanghai en Chine, comme vous pouvez avoir à Tokyo au Japon, comme vous pouvez avoir à New York, à Chicago ou à Boston, San Francisco, comme vous pouvez avoir à Ottawa ou Toronto au Canada. Nous ne pourrons pas avoir ça. La confiance dans le secteur bancaire repose sur la confiance, la croyance en l'état de droit. Ça veut dire que l'État américain a très bien compris que pour ne pas apeurer les investisseurs, pour ne pas apeurer les ménages, mais également pour protéger les investisseurs et protéger les ménages, il fallait mettre en place une régulation pour renforcer ou durcir la régulation qui existait déjà. Donc, en l'occurrence, ici, il y avait deux régulations. La régulation, elle a trois visages. Il y a le fonds de garantie des dépôts, qu'on appelle le FIDIC. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la SEC. J'ai posté sur mon mur là, Élisée Yonta, sur mon mur des Manfo, j'ai posté les sites web de la SEC, qui est l'agence aux États-Unis qui fait la régulation, tout. Donc, vous cliquez sur le site de la SEC, vous allez regarder SEC, hein, vous avez SEC en anglais, SEC en français. Vous allez regarder, il y a un ensemble d'informations à l'intérieur. Hein, vous pouvez voir, il y a énormément d'informations à l'intérieur. Donc, il y a également les lois, en l'occurrence deux lois. Il y a la Sarbanes-Oxley, qui existait avant, et il y a une nouvelle loi que Barack Obama a mis en place qu'on appelait la Dodd-Frank Act, qu'il a mis en place en 2010. Voilà. Ce sont des lois qui ont renforcé, qui a dit que c'est un arsenal juridique, ou ici ils disent en anglais regulation, qui est un arsenal juridique qui a renforcé le contrôle et les sanctions sur les auteurs des fraudes financières aux États-Unis. Bon. Donc, l'État a durci ces lois-là parce qu'avant, il y avait d'abord la Sarbanes-Oxley. Bon, je vais expliquer petit à petit. Hein. Il faut que les Camerounais comprennent assez bien. Bon. D'abord, il y a eu la mise en place d'un fonds d'assurance des dépôts. Je reprends mon bilan. Ici. Voici les actifs des banques. Voici le passif de la banque. Dans le passif de la banque, vous avez bien vu qu'il y a le compte chèque que vous détenez dans les banques. Il y a les comptes d'épargne que vous détenez dans les banques. Il y a les autres dépôts que vous avez dans les banques, comme j'ai dit, les bons de caisse, par exemple. Et il y a le capital social. La raison pour laquelle la Réserve fédérale a racheté les actifs des banques, dans les actifs des banques, les produits financiers, et que l'État fédéral a procédé à une augmentation de capital, mais sans affecter le capital social initial, parce qu'on appelle preferred stock, c'était pour permettre que ceci reste liquide. Donc, la première finalité, c'est d'abord de protéger les dépôts des banques, les dépôts des épargnants et des agents économiques aux États-Unis. Mais l'État américain a très bien compris que, je dis ça pour les autorités camerounaises, que ceux qui dirigent ou que ceux qui aspirent à diriger ou ceux qui dirigeront, c'est que vous ne pourrez pas attirer les vrais investisseurs, les gros investisseurs dans notre... Nous ne pourrons pas attirer les vrais ou les gros investisseurs au Cameroun. Celui qui vous parle, c'est quelqu'un qui... Peut-être que quand je partais du Cameroun, je ne maîtrisais pas les ficelles du métier de la finance. Peut-être. Donc, certaines personnes qui vont me regarder de l'autre côté vont dire, oh, il est qui celui-là? Il se prend pour qui pour parler de ça. Mais le Élysée Honta d'avant, là, je pense qu'après 6 ans aux États-Unis, ce n'est pas le même. J'ai beaucoup appris, je connais bien les ficelles. Je le dis, ça c'est pour les dirigeants africains, même pas seulement le Cameroun. L'une des raisons pour lesquelles nous ne parvenons pas à attirer les gros investisseurs dans notre pays, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance au système bancaire. Ça veut dire que
Quand vous, le pauvre type du quartier, vous allez déposer vos 100 000 francs à la banque, le banquier n'a pas votre temps. Mais si un gros investisseur comme Toyota s'amène au Cameroun en disant, voilà, je vais investir au Cameroun, dans l'État du Cameroun, je vais investir 200 milliards pour faire une usine, à partir de ce moment, Toyota va questionner le banquier en lui disant, écoute mon ami, quelles sont les garanties que tu me donnes que mon argent que je dépose ici chez toi, je vais le récupérer si jamais tu fais faillite. Je répète, c'est parce que c'est comme ça que ça marche dans la banque, même aux États-Unis. Toyota, s'il va venir investir 200 milliards au Cameroun, il a les 200 milliards, il va les mettre peut-être 50 milliards dans 4 comptes. Il va réunir les banquiers, parce qu'en ce moment, c'est les banquiers qui viennent à lui. Lui, il ne va pas vers vous, puisque lui, il a le cash. Il va vous dire, quelles sont les garanties que vous me donnez que je vais récupérer mon argent au cas où vous faites faillite. Et cette garantie-là, ça s'appelle le FIDIC. Le FIDIC. Fonds de garantie des dépôts des épargnants, fonds d'assurance des dépôts des épargnants. Je crois, FIDIC, F-I-D-I-C. Federal Insurance, voilà, je crois, j'ai oublié le truc. C'est un fonds d'assurance des dépôts des ménages et des entreprises. Ça veut dire que quand une banque veut mettre ses clients en confiance, je veux dire, c'est comme si, c'est simple, hein? Vous allez stocker vos marchandises chez un transitaire au port. Par exemple, vous êtes un importateur de riz. Vous avez importé un bateau de riz et vous voulez stocker ça dans les entrepôts de quelqu'un au port. Vous prendre peut-être, c'est peut-être 100 000 sacs de riz et vous dites tous les mois, je vais prendre peut-être 10 000 sacs de riz et pendant 10 mois, j'aurai épuisé mes 10 000. Mais vous allez poser la question au type, quelles sont les garanties que vous me donnez que si votre magasin prend feu, les assurances, je vais récupérer au moins l'argent de mon riz qui est là. Est-ce que vous avez une police d'assurance? Et le transitaire va dire, oui, il va dire, mon riz, il vaut 2 milliards. Le transitaire va dire, monsieur, j'ai un contrat d'assurance ici, chez Afriland Bank, ou bien chez AXA, ou bien chez Alliance, qui couvre mon magasin pour les dommages de 2 milliards. Donc, si votre riz vaut 2 milliards et qu'il y a un problème, les assurances vont vous payer. De la même manière que ça marche avec les marchandises générales, de la même manière que ça marche avec le secteur bancaire. Ça veut dire que dans le secteur bancaire, les gens de la banque vont dire comment on dit ça? Le type de la banque va dire, attendez, le type de la banque va dire, l'entrepreneur qui vient déposer des grosses sommes d'argent, les multinationales par exemple, va dire à la banque camerounaise en disant, écoute mon ami, quelle est la garantie que tu me donnes que mes dépôts dans ta banque sont assurés si jamais tu fais faillite, je vais récupérer mon argent. S'il n'y a pas de garantie, il ne mettra pas son argent. Parce que le manager qui met cet argent-là, le conseil d'administration, les actionnaires vont le poursuivre pour fraude. Ça, les dirigeants africains doivent le savoir. Ça veut dire que les débats du genre, oh, il faut créer notre monnaie, on va appeler ça le OUM. C'est pour ça que j'ai toujours dit que c'est la démagogie. Tout ce que les Uber Camgan disent là, c'est la démagogie. Ça me vaut les attaques comme les attaques que vous voyez régulièrement, les attaques. Mais ce que je dis est vrai. Aucun investisseur sérieux ne peut venir chez nous commencer à engager l'argent au-delà d'un certain montant. Pas possible. Dis, je vais mettre 50 milliards dans vos banques comme ça, c'est pas possible. On aura toujours des petits gens qui viennent se débrouiller avec 100 millions, 300 millions, 1 milliard, etc. Mais mettre de grosses sommes d'argent des investisseurs étrangers, ce n'est pas possible. Ça veut dire qu'il est temps que dans notre pays, nous créons un fonds de garde, un fonds d'assurance des dépôts des ménages, des épargnants, des particuliers et des entreprises dans les banques. Ça, j'aurai l'occasion de poster le lien du FIDIC sur mon mur et vous allez voir vous-même. Ça veut dire que si aux États-Unis, il y a une faillite d'une banque, par exemple, il y a une faillite d'une banque, le FIDIC va dire, voilà, monsieur, moi, les déposants, tous les gens qui ont déposé de l'argent, je rembourse tous les gens qui ont déposé de l'argent
jusqu'à concurrence d'1 million de dollars, par exemple. Si c'est des particuliers. Si c'est des entreprises, je rembourse tous les dépôts jusqu'à concurrence d'1 milliard de dollars, par exemple. Je dis n'importe quoi. Et le FIDIC est un fonds d'assurance et le FIDIC possède au remboursement des personnes. Nous n'avons pas ces fonds d'assurance des dépôts. Or, tant que nous n'avons pas un fonds d'assurance des dépôts des épargnants ou des particuliers ou des ménages ou des entreprises, nous n'aurons pas de gros investisseurs qui viennent déposer de l'argent chez nous ou faire des placements chez nous. Ce n'est pas possible. C'est aussi la raison pour laquelle vous voyez tout le monde, on vous dit, oh, il a volé l'argent chez nous, il allait placer à l'étranger. Mais oui, parce que c'est que s'il place à l'étranger, même si la banque fait faillite, on va lui donner son argent. L'État, le fonds de garantie, le fonds d'assurance va lui donner l'argent. Alors que s'il met chez nous, si la banque fait faillite, on va faire comme avec les gens de Cofines. Vous tournez, jusqu'au jour où vous mourrez les uns après les autres. Après, vous disparaissez, c'est fini. On a encore les papiers de l'argent de nos parents, la Biaola et tout. Vous allez là-bas, on dit venez demain. Et puis on dit que mais il y a 20 ans qu'on allait là-bas, il y avait 10 000 personnes. Aujourd'hui, quand on va là-bas, oh, tout le monde est mort, celui-là était mort. On attend qu'on allait crever tous, après on ferme le dossier. Donc aux États-Unis, ils ont mis en place le FIDIC. Et le FIDIC a un rôle important, c'est que le FIDIC aussi, puisqu'il est l'assureur, il a une mission d'abord le premier de contrôler. Ça veut dire qu'à partir du moment où ici, là, dans le passif, les fonds propres ne sont pas bons, c'est le FIDIC qui commence à te donner le warning en disant, écoute mon ami, si tes fonds propres, ton capital social là, et tes réserves, non, tes fonds propres ne sont pas bons, moi je vais devoir soit augmenter la police d'assurance, soit arrêter le contrat avec toi, ici là. Donc, ça rajoute la pression désormais sur les managers des banques qui sont obligés, n'est-ce pas, de jouer plus de transparence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la SEC. Ceux qui vivent aux États-Unis savent qu'on appelle la SEC. Bon, on dit la SIC en français, mais ici, ils disent la SEC, S-E-C, la SEC. J'ai posté le lien sur ma page. Je vous encourage à y aller, à cliquer dessus, à lire tout le matériel qui est à l'intérieur. Il y a beaucoup de choses très intéressantes à l'intérieur sur la SEC, sur son fonctionnement, sur le... Voilà, j'ai une question de Séverin Arcel Fopi. Bonsoir, mon cher frère. Il dit bonsoir. Cette politique était possible pour un pays comme le Cameroun qui dépend d'une union monétaire qui est la CEMAC. Je vais parler de la politique de sauvetage. Oui, Séverin Arcel. La politique de sauvetage est possible au Cameroun. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Vraiment, nous essayons de faire des lives pour nous dire, si vous voulez, la plus grosse difficulté quand vous vous retrouvez de ce côté-ci, c'est que vous vous rendez compte comment nos dirigeants sont très démagogues. Comment ils roulent les gens dans la farine comme ça. Ils font rien. Bon, ils ont emballé les gens, tribalisme. Quand ça finit tribalisme, ils basculent, ils vont vers ici, ils basculent. Ils font tout pour distraire les gens. On parle de tout sauf des choses essentielles. Je dis encore et je le dis haut et fort, oui, les instruments de... Nous avons un budget. Nous avons un budget, nous avons l'argent des impôts, nous avons l'argent qui entre dans les recettes fiscales là. Je t'ai dit que Séverin Arcel Fopi, le sauvetage bancaire aux États-Unis a 2, 3, voire même 4 aspects. Il y a l'État fédéral qui intervient pour racheter ce qu'on appelle les préfets stocks. Ça veut dire que les banques émettent de nouvelles actions. Et ces actions permettent de collecter là. D'abord, la banque présente un plan de restructuration. Elle dit voilà où j'ai fauté, voilà les raisons internes, voilà les raisons externes, voilà ce que j'entends faire. On regarde le plan de restructuration, on regarde s'il est cohérent, s'il faut qu'il diminue le personnel, s'il faut qu'il supprime certaines branches qui ne sont pas rentables, s'il faut, etc., etc. On regarde tout ça. Et quand il s'engage à exécuter ça, l'État dit voilà, tu as besoin de combien? J'ai besoin de 10 milliards. Bon, tu lances des actions pour 10 milliards. Mon capital social était de 10 milliards. Tu doubles ton capital social en lançant ce qu'on appelle des préfets stocks. Et l'État fédéral achète ces actions. Donc, ça te permet d'amener l'argent ici, dans le capital social, ici, là. Ensuite, tu dis, voilà, j'ai les actifs de l'État que je détiens ici, mais c'est à maturité dans 10 ans. Oh, je les détiens depuis 3 ans, donc il y a encore 7 ans. La Banque centrale dit, ok, je vais te soulager, je rachète ça, je garde, et en contrepartie, je te donne du cash. Donc l'argent entre. C'est possible chez nous. Qu'est-ce qui empêche l'État du Cameroun? Dans l'affaire Cofines, par exemple,
Qu'est-ce qui a empêché l'État du Cameroun de venir dire, bon, ok, le capital social de Cofines, c'était combien là? On dit 4 milliards. L'État du Cameroun disait, ok, nous allons émettre pour 4 milliards d'actions. C'est 4 milliards qui dépassent l'État du Cameroun. Qu'est-ce que ça a à voir avec la CEMA pour l'accord monétaire avec la France? L'État du Cameroun achetait pour 4 milliards d'actions ici. Puisque l'État sait que Cofines, c'est lui qui finance les conteneurs qu'on sort au port, donc on paye la douane. Cofines, c'est lui qui finance les entreprises qui travaillent et payent les impôts à l'État. Cofines, etc., etc., etc. Parce que si la banque meurt, l'État aussi va ressentir ça. L'État mettait 4 milliards d'actions et l'État disait à Cofines, bon, mon ami, c'est les actions là, c'est 5% par an. Le taux d'inflation au Cameroun, c'est 2%. Tu vas me rémunérer ça à 5% par an. Rendez-vous dans 10 ans ou rendez-vous dans 5 ans maximum. Cofines présentait un plan de restructuration à l'État et commençait à tourner. Et prenait cet argent pour satisfaire les dépôts des épargnants ici pour éviter l'affolement. C'est comme ça que ça marche. Prenez l'argent ici, en cash, évitez l'affolement là. Deuxième chose, dans notre pays, ok, c'est ça que j'ai dit que le problème chez nous, c'est la dette de l'État. J'ai déjà fait un live dessus pour expliquer. Il est temps que dans notre pays, nous modernisions le système d'endettement de l'État. Ça veut dire nous financiarisons la dette. L'État commence à s'endetter en émettant des obligations. Si l'État s'endettait en émettant des obligations, c'est que, premièrement, il paierait ses engagements, c'est-à-dire que les créances commerciales qu'il a sur les gens. Deuxièmement, Cofines détenait beaucoup de créances, de crédits qu'il avait accordé ici, là, crédit à la clientèle, qui sont des actifs, sauf que ces personnes n'étaient pas en mesure de payer Cofines parce qu'elles avaient travaillé pour l'État et que l'État ne les payait pas. Et comme l'État ne les payait pas, c'est-à-dire que Cofines avait donné des crédits ici à la clientèle, la clientèle a exécuté des marchés publics et l'État ne les payait pas. Comme l'État ne payait pas la clientèle, le secteur s'y reste à l'actif, mais il n'est pas liquide, il n'est pas cash. Il n'est pas en cash ici. Il est ici en crédit, mais il n'est pas en cash. Résultat des courses, Cofines n'avait pas les moyens ici, là, pour dégager du cash dont satisfaire la clientèle ici. Ce que l'État du Cameroun aurait dû faire, c'est ce que j'ai dit dans un dernier live dernièrement, même en ce moment-là, c'était rapidement de transformer cette dette en obligation coupon zéro. La revendre à la BEAC, la Banque centrale, ou la placer sur les marchés financiers. Récupérer la liquidité pour payer les gens et les gens tout de suite ici là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elle convertissait ça en obligation coupon zéro, la Banque centrale pouvait acheter ces obligations coupon zéro. Au final, elle pouvait dire, bon voilà, je détiens ça là, on rachète et ça injecte la liquidité ici. C'est des mécanismes qui sont possibles. Simplement, il est temps que dans notre pays, on fasse des lois. Que nous ayons un esprit, vraiment, quand vous arrivez aux États-Unis, les Américains ont un esprit réformateur. Ce que j'adore chez les Américains, ils ont un esprit réformateur. C'est pour ça qu'ils ont un congrès où ils disent, mais disons, putain, ce congrès-là travaille tous les jours. Tous les jours, ils sont en train de parler de nous. Oui, parce qu'ils s'adaptent tous les jours. Ils essaient de perfectionner les choses tous les jours. Et on le courage. Nous pourrions et nous devons mettre. Parce que si on ne fait pas ça, l'histoire qui consiste à dire, oh, non, c'est le système colonial, ça, c'est un bavardage vraiment qu'il faut aller faire aux gens du quartier. Je défie quiconque économiste camerounais de se mettre en face de moi et de dire ça. Je pense que ce jour-là, l'économie, là, vraiment, on va entendre parler de ça au Cameroun. Parce que ce que nous on fait là, ça, là, c'est du simplifié. C'est un petit jeu parce que ça, c'est pour permettre aux Camerounais de comprendre. Si on complique trop, après, les gens vont se fatiguer. Mais je te dis, mon ami Séverin Arcel Fopi, que dans notre pays, c'est tout à fait possible que l'État mette en place un plan de sécurisation et de sauvetage des banques, comme cela s'est fait aux États-Unis, malgré le système financier que nous avons. C'est tout à fait possible. Et puis, s'il y a des blocages quelque part, on peut discuter avec la France. Parce que la France est meilleure des banques au Cameroun. Et c'est même parce que l'environnement ne lui convient pas qu'on voit que, je me rappelle quand moi j'étais plus, il y avait Paribas, il y avait Crédit Lyonnais, il y avait Société Générale, il y avait BNP, toutes ces banques françaises ont fermé. Aujourd'hui, je pense qu'il reste seulement une seule banque française au Cameroun, c'est la Société Générale. Et encore, la Société Générale n'est même plus à majorité dans le capital. Bientôt, il n'y aura plus de banques françaises au Cameroun. Justement parce que l'environnement ne leur plaît pas. Et vous pensez bien que si l'environnement ne leur plaît pas, c'est parce qu'il n'y a pas de réformes institutionnelles qui sont faites. Donc, comme j'ai dit,
Le rôle de la SEC, c'est d'abord d'informer et de protéger les investisseurs. Voilà l'une des raisons, je parle encore à Séverin Asselfopi. L'une des choses qui nous manque dans notre pays, c'est que nous n'avons pas un organe. Quand je pense à la SEC, je pense à la COBAC. Il est temps qu'on réforme la COBAC. La COBAC ne doit pas être l'organe qui est seulement là pour mettre les administrateurs provisoires qui sont leurs copains. Non. La COBAC doit être un organe qui est là pour d'abord, le rôle de la SEC d'abord aux États-Unis, c'est d'informer les investisseurs. Ça veut dire que quand une entreprise est cotée en bourse, quand c'est un établissement de crédit, ça veut dire un établissement qui manipule les épargnes des gens, ça veut dire une compagnie d'assurance, ça veut dire une banque commerciale, ça veut dire une crédit union, ça veut dire une compagnie cotée à la bourse, donc qui fait appel à l'épargne publique ou appel aux capitaux publics. Toutes ces entreprises doivent remplir un document qu'elles déposent à la SEC, communiquer les états financiers. Et ce qui est important aux États-Unis, ça c'est la Dodd-Frank que Obama avait pris, je vais expliquer ça tout à l'heure, c'est que le dirigeant de l'entreprise signe en dessous que si jamais il y a une fraude, c'est moi le responsable. Ce n'est pas le cabinet d'audit qui a établi, qui a certifié le compte. C'est le dirigeant, le directeur financier et le CEO et le PDG. C'est eux qui sont responsables. C'est eux qui vont en prison. C'est eux qui payent. On ne veut pas savoir s'il y a un petit employé en dessous. C'est eux qui payent. Donc, il y a d'abord la SEC. Le rôle de la SEC, quand vous allez sur le site de la SEC, vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez sur toutes les entreprises. L'entreprise qui fait l'erreur de ne pas communiquer une information à la SEC financière, et si la SEC le découvre en menant ses propres enquêtes, et elle peut mener ses propres enquêtes n'importe comment. Elle peut engager des experts pour pirater vos comptes, pour vous écouter, elle peut mener ses enquêtes par tous les moyens. Si elle arrive à découvrir une fraude ou un truc comme ça, les sanctions tombent. Les sanctions sont impitoyables. Donc, d'abord, la SEC, elle est là pour informer et protéger les consommateurs. Elle est là pour faciliter aux entreprises, ce qu'on appelle faciliter capital formation. Ça veut dire faciliter aux entreprises de pouvoir structurer leur capital et défendre leur capital. Comme j'ai dit ici, là, le capital social ici. Là. Ça, c'est les missions de la SEC. Elle est aussi là parce qu'il y a un ensemble de lois fédérales. Quand la SEC vous traque et détecte les fraudes, c'est la SEC qui saisit le procureur fédéral pour demander qu'il y ait une action légale contre vous. Donc, c'est ce qu'ils appellent law enforcement of federal law, federal security law. Ça veut dire que, quand je dis federal security, ça veut dire que la SEC est là pour traquer tous ceux qui font des fraudes, notamment sur les marchés financiers. En l'occurrence, la plus connue, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis insider trading. Insider, oh merci, il faut s'y armer. Insider trading, ça veut dire que je travaille dans une entreprise. Je travaille chez Brasserie du Cameroun. J'ai connaissance que Brasserie du Cameroun s'apprête à acquérir sous ce Supermont, par exemple, parce que du fait de la guerre, elle a arrêté ses activités, elle ne fonctionne plus bien, et elle est presque en faillite, mais va l'acquérir. Et sous ce Supermont était coté à la bourse de Douala, son action valait 100 000, ça a baissé jusqu'à 10 000 francs. Qu'est-ce que je fais? Je m'en vais emprunter 10 millions à la banque, j'achète pour 10 millions de Supermont. Donc j'achète 1000 actions. Et quand Brasserie dit maintenant, je commence à racheter, quand elle rachète, les coûts montent jusqu'à 60 000 francs CFA. Donc mes 10 millions d'investissement deviennent 60 millions, je vends, je fais un plus-value de 50 millions. C'est de la tricherie. Parce que j'étais au courant des intentions de Brasserie d'acheter Supermont et donc que les actions allaient monter. Et j'ai triché. C'est-à-dire que j'ai utilisé une information interne à mon employeur pour pouvoir faire une transaction financière qui m'a rapporté des milliards. Ça s'appelle insider trading. Et à partir du moment où la SEC traque ce genre d'opération, et par tous les moyens, ça veut dire qu'on peut venir toquer à votre porte, toc, 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 FBI, toc, 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 à 3 heures le matin. On entre, on prend votre ordinateur de travail. On part avec. On analyse les fichiers, même ce que vous avez effacé. Et une fois qu'on détecte que voilà, il y a eu des manipulations, vous tombez. Donc ça, c'est le travail de la SEC. La SEC également est le régulateur des marchés financiers aux États-Unis. Donc, vous savez vous-même qu'aux États-Unis, il y a plusieurs marchés financiers. Il y a le Dow, il y a le Nasdaq, il y a, etc., 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 etc. Il y a plusieurs places financières. Donc, la SEC, il y a les places financières où comme à Chicago, par exemple, où ici, il y a le trading de tout ce qui est produits agricoles, etc., etc., etc.
produits de l'agriculture, l'élevage, la viande, les céréales, les légumes, etc., etc., etc. Il y a les futures en option, ça veut dire que les produits dérivés pour se couvrir sur les produits agricoles, les matières premières comme le pétrole, etc., etc., etc. Donc, c'est la SEC qui fait ce contrôle-là. Il est temps que dans notre pays aussi, nous modernisions la COBA. Nous passions de la COBA à un organisme comme la SEC. Ça veut dire que nous mettez les cœurs, s'il vous plaît. C'est pas seulement bien de regarder, il faut aussi mettre les cœurs, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc, il est temps que nous ayons un organisme moderne de contrôle des marchés financiers, comme l'est la SEC aux États-Unis. C'est important. Maintenant, il y a aussi les data, aussi les données statistiques, si vous voulez. Quand vous allez sur le site de la SEC, vous allez voir un ensemble de données statistiques sur toutes les activités financières qu'il y a aux États-Unis. Toutes les activités financières qu'il y a aux États-Unis. Hein. La SEC vous procure énormément de chiffres, énormément de chiffres, énormément de données statistiques sur les actions, les obligations, etc., etc., le comportement des marchés. C'est le site de référence si vous voulez avoir accès à l'information boursière de qualité, saine aux États-Unis. Donc, nous n'avons pas un organisme comme ça. Donc, l'État américain a d'abord mis en place un organisme qui s'appelle le FDIC, un organisme qui s'appelle la SEC, hein, qui est un organe de régulation, de contrôle, de travail avec le Congrès, le Sénat pour éditer de nouvelles lois, etc., etc., etc. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle une loi que les Américains ont mis en place qui s'appelle la SOX. S-O-X. La Sarbanes-Oxley. Sarbanes-Oxley. La SOX. Sarbanes, X, Oxley, O-X. Ça s'appelle la SOX. La SOX a été mise en place en 2002 aux États-Unis. C'est une loi qui a pour but désormais de rendre les dirigeants des entreprises responsables des faillites. Parce que chez nous, bon, les gens peuvent être à la tête d'une banque, la banque se casse le nez, mettez les cœurs s'il vous plaît. La banque se casse le nez, mais personne n'est responsable. Personne n'est interpellé, personne n'est accusé, personne n'est indexé. Aux États-Unis, ce n'est pas possible. Aux États-Unis, les dirigeants d'une banque sont entièrement responsables. On a poussé la législation là au point où les dirigeants de la banque, à la fin d'année, quand on établit le compte de bilan et le compte de résultat comme ça, c'est eux qui viennent encore en dessous signer. C'est eux qui signent en disant eux-mêmes que je garantis, je me porte garant ici que tout ce que j'ai écrit là est normal et que si jamais il y avait une erreur, c'est moi et moi seul qui serai l'unique responsable. Ils écrivent et ils signent ça à la main. Ils mettent leur nom et leur signature à la main. Donc, il n'y a pas besoin de débat devant un tribunal. Toi-même, tu as adossé ça comme ça. Donc, ça veut dire que les dirigeants font désormais un peu plus attention quand ils produisent des comptes. Voilà. Ça fait que les comptes des entreprises aux États-Unis, les entreprises cotées à la bourse, les entreprises qui manipulent le cash des autres, en l'occurrence les banques, les compagnies d'assurance, les microfinances, etc., etc., ces comptes-là sont passés au peigne fin par les auditeurs internes, par les auditeurs externes et même par les dirigeants avant qu'ils soient publiés. Sinon, c'est le risque de prison. Donc, il y a ça. Donc, la source également a renforcé le contenu des audits des établissements financiers et des entreprises qui sont cotées à la bourse. L'objectif de la Sarbanes-Oxley ou la SOX, c'est une loi qui a pour but de protéger les investisseurs. Je le dis encore, l'objectif de la SOX, c'est de protéger les investisseurs, c'est de protéger les épargnants, mais c'est également, c'est-à-dire que les investisseurs américains, les investisseurs étrangers, mais également de sanctionner lourdement les fraudes et les mauvaises pratiques. Voilà. Parce que, je dis ça parce que je vous dis un peu ce qui est aux États-Unis, la banque Stern. La banque Stern. Pendant le séminaire là, on a suivi un ancien salarié de la banque Stern, donc qui a raconté, ça fait mal vraiment, ça fait mal. Hein, il ne faut pas croire que les fraudes, c'est seulement chez nous. Aussi ça a été. Sauf que ici,
Quand il y a des fraudes comme ça, l'État prend des mesures lourdes pour pouvoir mettre fin à ça. Qui expliquait que voilà, ils avaient travaillé pendant longtemps et la banque Stern vous disait voilà, si une autre banque vous disait je vous donne 200 000 dollars si je vous donne 200 000 dollars de salaire, par exemple, par an, 100 millions de francs, la banque Stern vous disait bon, moi je ne vous donne pas 100 millions de francs, je vous donne peut-être la moitié et l'autre moitié, je vous donne ça en stock option, donc en action. Donc, si vous travaillez, les actions montent. Les actions montent. Plus les actions montent, vous faites de l'argent. Et il y avait des clauses qui interdisaient aux actionnaires, aux salariés de vendre. Donc, à partir du moment où les salariés ne pouvaient pas vendre, même quand c'était les anciens salariés, ils étaient obligés de garder ça jusqu'à leur retraite. Ce qui s'est passé, c'est que les actions qu'on vous avait données, si c'est monté jusqu'à ce que c'est atteint peut-être, je ne sais pas moi, 300 millions de francs, du jour au lendemain, ces actions-là, ou ces bonus-là, se sont effondrés, ont perdu 90% de leur valeur. Donc, tous les revenus, comme on dit, unrealized gain. C'est-à-dire que tous les gains latents des travailleurs là ont fondu comme neige au soleil. 25 ans de travail s'est envolé comme ça. Donc, la SEC a dû, l'État et la SEC ont dû prendre des lois et Obama a donc renforcé en créant une autre loi qui s'appelait la Dodd-Frank. Et la Dodd-Frank, elle est concentrée exclusivement sur les établissements financiers qui opèrent à Wall Street. Ça veut dire que les grandes banques, JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo, G Capital, etc., qui opèrent sur Wall Street, c'est-à-dire qui ont une division banque commerciale, banque de gros, banque de détail, banque des affaires. Donc, pour travailler sur tout ce qui est les fusions, acquisitions, les actions, etc. Donc, la Dodd-Frank a donc renforcé les sanctions, surtout les banques qui travaillent à Wall Street. Le but était de protéger les consommateurs contre les abus, en l'occurrence les cartes de crédit, les prêts pour les immobilisations, et les produits financiers que les banques vendent, parce que les banques vendent, bon, je ne vais pas entrer dans tout le détail. Mais ça a également mis fin à ce qu'on a appelé aux États-Unis la règle de too big to fail. Too big to fail. Donc, je recommande encore ce livre-là. Je le montre encore aux gens. Too big to fail. C'est trop gros. C'est-à-dire qu'on disait, voilà, est tellement grand que ça, il ne peut pas faire faillite. Que ce soit la Société Générale, je ne vais citer aucune banque. Que ce soit tous les grosses banques du monde, celles qui ont fait faillite, les Lehman Brothers, les AIG. Donc, on disait too big to fail, donc elles ne peuvent pas faire faillite parce qu'elles sont de tellement grande taille. On disait, bon, tu vas déposer ton argent dans une très grande banque. Tu te dis, bon, c'est tellement grand, l'immeuble est grand, les bâtiments sont grands, il y a tellement de personnel, ça ne peut pas faire faillite. Ce qui n'était pas le cas. Donc, voilà. Ça, c'était la Dodd-Frank qui a été prise par Barack Obama. Pour toutes ces choses-là, j'ai mis le lien sur mon mur, donc vous pouvez aller balayer là, etc. Donc, j'ai parlé à peu près de ça. J'ai parlé du FIDI, j'ai parlé de la SOX, j'ai parlé de la Dodd-Frank, j'ai parlé de la SEC. Maintenant, je fais un parallèle rapidement avec notre pays parce que une fois qu'on partage un matériel, on partage une expérience vue aux États-Unis, entendue aux États-Unis, même si, bon, pour aller dans tous les détails, il faudrait faire un live de 4 heures ou de 6 heures, parce que je n'ai pas assez de temps pour ça. Ce que je peux dire, c'est qu'il est temps que dans notre pays, nous reformions la COBAC pour la mettre au niveau d'une institution comme la SEC. Parce que la COBAC chez nous, ça sert seulement à faire des audits et à placer les administrateurs provisoires. Faire des audits, à placer les administrateurs provisoires. Ce n'est pas comme ça qu'on règle ce genre de problème. On ne peut pas seulement dire on va faire les audits, on met les administrateurs provisoires. Ça ne marche pas. Ça ne marche dans aucun pays au monde. Vous ne voyez pas les administrateurs provisoires aux États-Unis. Les dirigeants ont échoué, oui. On demande au conseil d'administration de virer les dirigeants et de proposer de nouveaux dirigeants. C'est le conseil d'administration qui engage de nouveaux dirigeants et met en place. Les dirigeants présentent un plan de restructuration. L'État, parce que, comme je vous ai montré ici, si l'État investit ici au capital social, là, dans les préfets stocks,
ça ne fait pas de lui un propriétaire, mais l'État peut nommer des administrateurs en ce moment chargés de contrôler l'exécution du plan de restructuration et pas de nommer comme on a vu dans le cas de la CBC, un administrateur provisoire ou dans beaucoup d'autres établissements de crédit au Cameroun, un administrateur provisoire qui ne connaît pas du tout l'histoire de la banque, qui n'en est pas le fondateur, qui ne peut pas connaître les difficultés. Je vous dis, le métier de la banque, tout le monde fait des erreurs, hein, même ici aux États-Unis, je vous ai dit, ils sont passés de 16 000 banques à 5 500 banques. Vous pouvez imaginer, toutes ces banques qui ont fermé, c'est parce qu'il y avait des erreurs qui avaient été commises là-bas. Voilà. Donc, nous devons d'abord réformer la COBAC, la Commission des opérations bancaires en Afrique centrale. Ça ne doit pas être le gendarme, ça doit être une institution d'information, ça doit être une institution de contrôle des audits, ça doit être aussi une institution qui doit concevoir et valider les plans de restructuration. C'est ce qui se fait aux États-Unis avec la SEC. Conception, validation des plans de restructuration. La SEC embauche régulièrement à la sortie des écoles. Ils viennent tenir des réunions. C'est eux qui vous invitent, même comme c'était le cas là. Ils disent, bon, voilà le billet d'avion, aller-retour, etc. Vous venez à New York, vous passez 2 jours ou 3 jours, vous arrivez un dimanche et vous repartez peut-être un mardi soir. Et l'objectif, c'est que vous mettez on vous sensibilise sur la régulation. Et ceux que ça intéresse de venir travailler chez nous, donc ils reculent. Donc la COBAC doit s'aligner sur les canons d'un organisme comme la SEC. Je dis ça, c'est important parce que nous voulons attirer les investisseurs. Nous devons nous mettre au standard, nous arriver aux standards internationaux. Ensuite, la COBAC doit être l'organe qui doit contrôler les transactions boursières. J'ai entendu, là, on a dit, on a créé un machin. D'ailleurs, on a mis le Feynman Abatté à la tête en disant, ouais, ils vont contrôler pourquoi la bourse. Non. C'est la COBAC qui doit contrôler. Aux États-Unis, c'est la SEC qui contrôle. Et la SEC, c'est certes un organisme fédéral, mais qui travaille à la Banque centrale. Pourquoi? Parce que quand il y a des problèmes, c'est l'État et la Banque centrale qui interviennent pour mettre en place des plans de sauvetage. Donc, ils doivent être dans les institutions de contrôle. Ensuite, comme je l'ai dit, nous devons absolument créer un fonds d'assurance des dépôts des personnes. Il est temps que nous créions un fonds d'assurance. Fonds d'assurance, ça veut dire que l'État doit prendre en charge les dépôts des personnes au cas où les institutions de crédit se cassent la gueule. Si nous ne mettons pas ça en place, jamais personne ne prendra le risque. Même un travailleur camerounais qui vit aux États-Unis dit, bon, voilà, j'ai mon argent ici, là, dans une banque 400 millions, je vais fermer les 400 millions pour transférer ça au Cameroun. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas être possible. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible. Ensuite, comme j'ai dit, l'État doit mettre rapidement en place un plan de fusion de nos microfinances. Il y en a trop. Fusion de microfinances veut dire, par exemple, que l'État peut auditer les 400 microfinances qu'il y a dans notre pays et dire, voilà, il y en a 100 qui vont très bien là. Les 100 là, vous fusionnez par bande de 10 de façon à faire un maillage de territoire et vous devenez 10 banques avec un statut coopératif. Banque coopérative, comme le Crédit Agricole en France, comme les caisses centrales des banques populaires en France. Voilà. Vous devenez des caisses de crédit coopératives. Vous devenez donc des banques commerciales avec un statut coopératif, par exemple, puisque vous êtes issu de la microfinance. Et les 300 autres, l'État dit, écoutez, vous me fusionnez tout ça là, je veux que vous me fassiez 100 banques. Là, ça disparaît. On passe de 400 à 10 banques commerciales et 100 établissements de microfinance, avec un bon maillage du territoire. Et vous allez voir que ça va réduire la faillite des établissements de microfinance. Comment voulez-vous que les établissements de microfinance fonctionnent quand ils font des crédits à 50% alors que les banques font des crédits à 20%? Il y a un problème. C'est parce qu'ils sont de très petite taille. Le gars, il est installé dans une ville et ils sont 10 à être installés dans une ville comme Banga, ou une ville comme Loum. Ils sont 10. Ils sont 5. Quel est le niveau d'épargne à Loum? Résultat des courses, comment est-ce qu'ils font des transactions? Ils sont obligés d'augmenter les taux auxquels ils prêtent, ils empruntent l'argent. Et les taux deviennent comme ça. Les gens qui prennent ne remboursent jamais. Donc, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Ce n'est pas des problèmes que nous sommes les premiers à connaître. C'est des problèmes que des grandes nations comme les États-Unis ont connus. Mais comme je l'ai dit encore sur mon mur Facebook, ça, c'est un pays où l'élite américaine est essentiellement réformatrice. Elle est préoccupée par les réformes. Réforme tous les jours, réforme tous les jours. Il n'y a qu'à voir comment le Congrès et le Sénat ici travaillent tous les jours sur des lois, sur des systèmes, pour amender, pour moderniser tous les jours. Nous devons faire pareil.
Donc, je l'ai dit, favoriser l'émergence de nouvelles banques, créer une centrale de risque. Aux États-Unis, ceux qui vivent aux États-Unis savent que quand vous allez emprunter l'argent dans une banque, votre banquier, il met votre numéro de sécurité sociale, il sait tous les prêts que vous avez en cours. Si vous avez de l'argent quelque part en cours, si vous devez de l'argent quelque part, si vous n'avez pas remboursé, etc., etc. Il a toutes ces informations-là. À partir de ce moment, il sait à quel taux il vous donne, et il sait s'il vous donne ou pas. Il sait si vous êtes un bon payeur ou pas. Il a tout votre historique de crédit, tous les crédits que vous avez pris, avec la manière dont vous avez remboursé. Il peut y passer une journée à regarder ça. Vous lui donnez l'autorisation, si vous voulez l'argent. Donc, nous devons avoir ce dispositif-là. Ça permet aux banquiers de limiter, de réduire le risque, de faire du risk management. Bon, je ne vais pas aller trop dans les détails parce que, voilà. Donc, nous devons aussi, au niveau du ministère des Finances dans notre pays, désormais créer un compte de provision pour le sauvetage des banques. L'activité de banque est une activité qui ne dépend pas seulement de la gestion du banquier. Ça dépend aussi de facteurs externes comme la santé de l'économie. Si l'économie ne se porte pas bien, le banquier ne peut pas faire des miracles. Bon, il est temps aussi que dans notre pays, nous créons un système qui permette de mettre en place des mécanismes pour que quand des banques sont en difficulté de trésorerie, quand leur activité baisse d'un coup, qu'elles sont menacées de faillite, qu'elles puissent se sauver de l'affaire. Et ça, c'est la responsabilité de l'État. Tu es interrogé, bonjour. Non, c'est la responsabilité de l'État. Et comme je l'ai dit, l'État peut le faire de deux manières. L'État peut le faire soit par l'injection de liquidités, lui-même l'État, soit par la Banque centrale au Cameroun, qui est la BA. Non, il y a aussi l'intervention, voilà, la BA, etc., sur la Douala Stock Exchange. Et nous devons mettre en place la législation, comme la Dodd-Frank aux États-Unis. Il est temps que dans notre pays, on a vu par exemple ce qui s'est passé avec la BICEC, qui a été rachetée par des Marocains et qui va bientôt changer de nom. Voilà. Bon, racheté entre guillemets. On a vu ce qui se passe avec la BICEC. On a vu le directeur de la BICEC qui est parti du Cameroun alors qu'il y avait des plaintes contre lui. Dans un système comme aux États-Unis, ce n'est pas possible. Il faut mettre sa signature et valider tous les documents en question. Ça veut dire que, comme je l'ai dit, aux États-Unis, le directeur financier et le PDG signent sur toutes les déclarations statistiques et fiscales. Le compte de bilan, le compte de résultat, le statement of cash flow, le statement de return earning, il signe sur tous ces documents et il atteste que ces documents sont bons. Et il dit qu'au cas où il y avait une fraude détectée, il serait le seul et l'unique responsable. Et c'est lui qui subirait toutes les peines. Les deux là. C'est pour ça que pas grand monde aux États-Unis devait devenir. C'est pour ça aussi que les CEO sont payés cher. Parce qu'ils prennent des risques énormes. Donc, si on n'a pas ça, ben voilà. Pourquoi? Donc, c'était un live vite fait, bien fait là. On est à 1h30, ce que j'espérais qu'on fasse. Donc, pour monter à peu près, voilà, le bilan des banques et comment est-ce qu'on peut faire pour restructurer les banques. Donc, ça, c'est sur mon mur. Mon live est arrivé à la fin là. Je remercie ceux qui ont suivi. Si vous avez des questions, vous les posez. Je me fais un plaisir de les répondre, d'y répondre. J'ai répondu à la question de... Oui, j'ai répondu à la question de Séverin Amel Fopi. Voilà. S'il y a d'autres questions, moi, je me fais un plaisir de répondre. Merci, Luc. S'il y a une question, moi, je me fais un plaisir de répondre. Sinon, le live s'arrête là. Je vous remercie. Je pensais faire 2 lives aujourd'hui, mais ce sera un peu laborieux. Demain, on fera un deuxième live. Et le deuxième live, ce sera là, par contre, sur le Cameroun. Ce sera un live sur le conservatisme dans la société camerounaise. Et qui aura un lien avec la crise anglophone et la nécessité de réformer notre pays. Quels sont les défis qui attendent notre pays? Parce que le monde est en train de bouger énormément. Je pense que les gens qui vivent à l'intérieur ne voient pas ça. Le monde bouge énormément, mes chers frères. Le monde bouge énormément. Il faut voir, vous allez en Chine, vous allez même en Amérique latine, le monde bouge à 100 à l'heure. Les gens réforment leur pays, ils accélèrent. Aux États-Unis, il y a des secteurs où on travaille 100 heures par semaine. Aujourd'hui, les entreprises se sont modernisées.
on travaille 90 heures par semaine. Je dis 90 heures parce que quand vous allez au travail, là, vous faites 8 à 10 heures. Quand vous rentrez à la maison, vous faites encore 6 heures. Vous avez une petite caméra là sur votre ordinateur et il y a tout un système. Ceux qui vivent aux États-Unis savent comment on fonctionne. Ça veut dire que vous avez un share cloud et vous pouvez punch in, punch out à partir de votre ordinateur. Vous faites tout et l'ordinateur enregistre tout. Vous travaillez, etc. Donc, aux États-Unis aussi, c'est pareil. Les entreprises font travailler 100 heures. Chez nous, on travaille combien d'heures dans l'administration? On travaille combien d'heures dans le privé? Il n'y a pas de gouvernance locale, il n'y a pas de budget local, il n'y a pas d'initiative locale, il n'y a pas. Il faut réformer le Cameroun. Il faut l'expliquer à deux tours. Donc, on va expliquer tout ça demain tranquillement pour que les gens comprennent. Parce que si nous ne faisons, parce qu'on a un problème, c'est que quand il faut faire ces réformes, les gens disent oh. Et quand ça va mal, on cherche le bouc émissaire, c'est l'Occident. Le pauvre Chirac, il est mort, on dit non, c'est Chirac. C'est lui, c'est la France-Afrique. C'est lui qui est responsable de ça. On évite nos responsabilités. Donc, on en parlera demain. On fera un live sur ça demain. Et voilà. On répondra demain. Voilà. Donc, je souhaite une bonne nuit à tous les Camerounais qui sont de l'autre côté. Et je vous dis, ciao, ciao. Bye. Merci d'avoir suivi mon live.